de l'autre côté, là, le bateau, on a fait rentrer quelques jours, on a fait rentrer il y a 7 mois. Et on a commencé par faire une restauration et au final, ça a Chantier Lavalborg, hein, on est charpentier de marine depuis 3 générations. On faisait de la construction il y a encore 6-7 ans sur la région marseillaise. Il y a d'autres régions comme en Bretagne, on continue à construire des classiques. Mais ici on fait énormément de grosses restaurations, de gros refitting sur des bateaux que je peux accueillir jusqu'à des tailles de 9 mètres à peu près. Et ensuite sur cale sèche ailleurs, toujours dans le métier de charpentier de marine. D'accord, on part du tracé de carène pour sortir les gabarits si on doit construire un bateau comme les aéros, pour ceux qui savent ce que c'est. Et puis après, on s'occupe de toute la partie charpente axiale, transversale, bordée, forme, engagement intérieur, gréement, aspar, pliage, maquettage. Voilà, ça c'est pour vous donner le spectre large de ce qu'on croit encore peut-être savoir très bien faire, parce qu'on en apprend, je ne sais plus qui est-ce qui me disait ça, mais on en apprend tout le temps. Puisque chaque bateau est un cas d'école, puisqu'on est sur des navires qui ont été construits de façon assez archaïque, jusqu'à dans les années 60 à peu près, où l'idée d'avoir un tracé de carène informatique, des plans et des choses comme ça, c'était pas au bout du jour, ou c'était peut-être trop cher pour le charpentier de marine. Par contre, on était sur des bases de compétences qui relevaient de celles du terrain et de ce qu'on pouvait apprendre avec des méthodes tout à fait très simples. Donc on n'a pas énormément de traçabilité, ni de celui qui a fait quoi que ce soit au niveau du bateau. On a simplement ce qu'il a fait et on ne peut pas trop trahir ce qu'il a fait, donc on s'adapte à chaque fois, même si c'est assez récurrent la façon de construire les bateaux, mais chacun avait ses petites astuces et son petit tour de main pour arriver sur des bateaux qui ont pour histoire à peu près dans les années 40 jusqu'à les années 70 à peu près pour les bateaux que je restaure ici au niveau du chantier. Donc pour vous donner la tranche de vie un petit peu de ce que je récupère, c'est-à-dire grosso modo il n'est pas sollicité au niveau du développement des champignons. Donc en général, on récupère des fonds de carène ou des carènes si elles ont été entretenues en assez bon état. Tout mon travail va consister à rechanger tout ce qui est plan de pont, bordée de pavois, plan de pont, barreautage, et parce que la pluie, l'humidité, pas entretenu, développement de champignons, notamment la mérule, qu'on ne voit même pas puisque c'est que quand la peinture cloque et c'est foutu, après c'est terminé. Donc on réhabilite. Alors la chance c'est de ne pas s'amuser à refaire à l'identique de ce que faisaient les anciens, mais c'est d'y mettre une patine et un touch, de partager l'architecture naissante du nouveau bateau qu'on est en train de faire avec le client. Et d'avoir donc de créer une identité par rapport à la restauration, par rapport à ce que veut le nouveau propriétaire du bateau. Pour la caméra, donc on est le chantier Lavalborg est labellisé entreprise du patrimoine vivant, artisan d'art, et aussi auprès de l'UNESCO comme entreprise immatérielle qui transmet le savoir par le verbe et par le geste. Parce que je considère qu'on ne fait pas un métier manuel, mais un métier d'expression manuelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Je m'interdis à imaginer à ceux qui viennent ici, que ce soit un salarié ou un contrat d'apprentissage ou quelqu'un qui découvre l'univers dans lequel on est, de s'interpréter uniquement à travers le geste. Il y a une très grosse part. C'est très difficile à faire. Là, on a des coefficients de torsion sur les bois qu'on utilise au niveau de la coque. Ça peut être d'autres essences de bois aussi, hein, mais c'est le meilleur des compromis qu'on a maintenant parce qu'on a une chaîne de bois qui sont commercialisés à l'échelle planétaire qui fait qu'on a vraiment du récurrent, alors qu'on pourrait utiliser des mélèzes, des pins d'Alep et d'autres essences de bois qu'on a ici en Europe, mais qui sont plus au niveau de l'abattage et des ciels.
Tu veux faire une pause au niveau du bras? Non, du tout, non, mais j'ai juste une question. Ouais. Monsieur Borg, Non. j'ai entendu le mot Canada. Canada, oui. La particularité des essences que tu trouves Là, là-bas. on est sur des pays froids, donc on est sur des pousses lentes. Et qui dit pousse lente au niveau des essences de bois, dit de meilleure qualité. Voilà. 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 Le lignage est Mais après, meilleur, on plus droit, n'utilise plus- pas, plus je ne droit. suis pas au fait exactement de ce qui se fait au Canada au niveau des coques et même aux États-Unis, mais je sais qu'ils n'emploient pas les mêmes essences de bois. Ils restent toujours sur des feuillus ou des résineux. Voilà. Après, pour la charpente axiale et transversale, c'est-à-dire la quille, par exemple, on peut être sur de l'iroko, alors qu'avant on était sur du chêne, donc on a basculé encore avec des essences exotiques. Et au niveau des membrures, le squelette intérieur, on ira avoir une barquette en cours de restauration à côté. On est sur du frêne, du chêne aussi, donc des bois de pays. Voilà. La particularité du frêne, du chêne, de l'acacia, ce sont des bois qui, une fois très très bien protégés, deviennent de plus en plus durs avec le temps, structurellement. Voilà, ça c'est leur particularité. Est-ce qu'il y a une évolution au niveau du cafétage? Ok. Il faut rester sur le Alors ça c'est, on va voir un truc. On va voir un truc. Je vais faire voir, il y a deux façons d'appréhender on va se balader sur l'eau parce qu'on a quelque chose qui flotte, c'est les Égyptiens, hein, d'accord. On va récupérer des volumes de stabilité, de flottabilité avec pas forcément en faisant le vide, d'accord. On va prendre du roseau, on va le tresser, il y a le jardin de roseau, on a mis des milliers de fibres, on réussit à faire des choses relativement longues, d'accord. Là il n'y a pas de calfatage, on vient tout tasser, après on fait ce qu'on peut. Et après on va venir s'amuser à moins 600 avant Jésus-Christ à peu près. C'est la trace la plus cohérente qu'on ait au niveau de l'architecture des constructions des ponts, ce qu'on appelle construction à bord des premiers. Putain, je vous en fous plein la gueule, vous allez vomir, vous allez jamais on va construction à bord des premiers, c'est-à-dire que là en ce moment quand on construit sur un marbre, on envoie une quille, on envoie des membrures, un bobo, et on va mettre une peau. Et là, à moins 600 avant Jésus-Christ, on fait une construction à bord premier, c'est-à-dire qu'on va commencer par la peau du bateau sur la quille et ensuite on va venir habiller l'intérieur du bateau avec des membrures et on va les récupérer en forêt. Ça s'est fait jusqu'à peu près 600 après Jésus-Christ. On va récupérer ce qu'on appelle du bois tort. Le bois tort, c'est qu'on va le récupérer dans la branche de l'arbre, la forme du bateau, de la carène, de l'endroit où ça doit aller. Parce qu'on est complètement dans le fil, on n'a aucune cassure de fil, c'est structurellement parlant, et c'est hyper costaud. Les Grecs, moins 600 avant Jésus-Christ, c'est beauté. Ça c'est l'avantage de vos cheval, vous savez ce que c'est qu'un bateau, ou du moins dans sa forme. Voilà, ça c'est, on est le chancelier de pour Marseille, capitale européenne de la culture en 2013, à la reconstitution d'un navire antique Massaiotte qui a été découvert place Jules Verne à côté de la mairie centrale, rare de 14 mètres de fond dans la base. Et après avoir déstraté les couches romaines, parce qu'il y en a partout, les romains, ça c'est pas un souci, ils sont tombés sur un tout petit bout de 4 mètres, complètement éclaté, et il restait à peu près que ça du bateau, peut-être un peu plus long, et ils ont vu des ligatures. Donc les Grecs construisaient des bateaux avec des ligatures. Là, le bordel était cousu. D'accord. Pas de clous, pas de vis. Pas de ramarlin. Et même pas internet. Pas d'Alep. Le bateau a été reconstruit à l'identique, avec même des essences de bois. Donc il y a un dendrochronologue qui avait étudié pendant 20 ans, qui a été payé pour savoir les essences de bois. Donc on a retrouvé forêt de Cadarache, des forêts de Gémenos et chêne aussi, exceptionnel. On l'a plus à l'abattage, mais c'est un super bois. Ce sont des bois qui sont protégés maintenant. Et puis on a construit le bateau qui navigue, le projet s'appelle le projet Protis, et le bateau s'appelle le Gitis. Et on a reconstruit, donc le bateau fait 10 mètres par 2 mètres de large, navigue à voile carrée, pale de gouverne. Le safran n'existait pas, il était apparu au Moyen-Âge, d'accord. Donc on est sur le côté, on a 2 grandes pales de gouverne qui servent aussi bien à faire naviguer le bateau, d'accord, qu'aussi lui donner de la stabilité, d'accord. Comme un plan de dérive, on n'a pas de plan de fil dessous. Vous pouvez vous approcher, c'est de la ligature, c'est du chanvre et du lin. L'avantage c'est que c'est au musée, vous pouvez le voir au musée du Centre Bourse à Marseille, c'est sous verre et ça coûte 8 € la visite. Là c'est gratos et vous pouvez, on peut dire. La technique, vous la connaissez pas parce qu'il n'y a personne qui vous l'explique. Alors la technique de construction, cette technique de construction,
d'apprendre à ligaturer, c'est parce qu'ensuite il y a toute la partie de mise en étanchéité et de structure des ligatures, puisque chacune des ligatures, au point de son cisaillement et au point de son poinçon, ici on a une cheville en bois. C'est de l'olivier et la cheville en olivier ne doit pas être sèche. C'est ce qu'on a appris après sur le tard, il faut qu'elle soit trempée dans un produit bitumineux pour ne pas cisailler avec le temps, parce que si elle est sèche, la ligature. La particularité du lin et du chanvre, c'est qu'à l'humidité, il gonfle. En gonflant, il va rassembler les deux bordées, les deux virures de planche. Et donc, on va avoir une tenue structurelle au niveau du bordé et ça marche super bien. Ensuite, ça c'est en vue d'autres produits bitumineux. On peut obtenir des produits bitumineux en faisant du goudron, en faisant brûler des écorces de résineux. Il faut des pharaoniques pour avoir dans un petit creuset quelque chose, mais on peut. Et en y rajoutant des essences comme de la lavande, on peut ensuite le refaire chauffer pour l'avoir plus ou moins visqueux ou plus ou moins liquide, pour faire des étanchéités. Putain, si ça ne va pas s'en sortir, sans déconner. Ça représente combien en épaisseur? La page du produit bitumineux, ça représente combien en épaisseur? On a ensuite, avec les cires et les résines et les cires, ce sont deux choses différentes. On a à peu près 1 cm de poudre à l'intérieur et à l'extérieur du bateau. Voilà. Il reste encore amour de poire, nous de cochon, en provençal. Je vous ferai voir une lithographie dessus pour voir ce que c'est, qui navigue à la voile latine. On est sur l'avènement et la venue des charpentiers en fin du 18e, du 19e siècle, qui ont fui la misère du grand sud de l'Italie et qui ont amené leur technique de construction et qui ont imposé, qui ont pratiquement participé à la disparition des autres bateaux. Alors on est sur quelque chose qui est hyper phallique, s'il faut qu'on parle de barquette, une chose qu'on ne retrouve pas sur le bateau à Toulon. J'ai une patate aujourd'hui. Voilà, alors il y a toujours ce symbole qu'on retrouve sur l'ensemble des bateaux méditerranéens, que ce soit ça, que ce soit un dessin, on va demander à ce que la mer soit fertile et qu'elle protège le marin quand il part à la pêche, puisqu'essentiellement ce sont des bateaux de travail. Et les charpentiers italiens sont venus avec ça. D'accord, donc c'est vrai que c'est très phallique. On ne peut pas le dénier. Hein. Donc pour reconnaître le maître de hache, le charpentier de marine qui construisait, qui se tirait tous la bourre à l'époque pour construire le plus de bateaux possible, la façon de le reconnaître, c'était justement au niveau du capian et la forme. Vous savez que c'était une barquette de Michel Gay, Cacciuolo, Reoculo, Trapani. Voilà. On avait la marque de fabrique de ce qu'on appelle les maîtres de hache. Le maître de hache étant celui qui met en place la charpente transversale et axiale du bateau. Et ensuite, il y a toutes les petites mains qui viennent faire la mise en pot du bateau, c'est-à-dire le bordage, le calfatage. Mais le maître de hache, parce que, bon, après on pourra rentrer dans le détail, mais parce qu'il y a des pièces qu'il faut travailler avec un outil qu'on appelle une herminette, c'est un outil inversé, voilà, pour aller taper des rabures, etc. Voilà. Et c'était réservé à l'élite. Voilà pourquoi la barquette ici à Marseille, parce que sur Toulon, on a quelque chose de soit tout petit, soit tronqué, soit pas très haut. Mais après, il y en a eu de plus en plus. Alors, l'histoire dit que ce sont les marins qui venaient dans la rade de Toulon, marins professionnels, hein, et qui voyaient ces bateaux pointus des deux côtés, qu'ils ont baptisé pointus, qui venaient de l'extérieur. Voilà. Voilà. Mais c'est pareil pour Marseille. Après, si on rentre dans des architectures navales typiques de ces bateaux, si vous prenez un mour de poire ou une bête, on va avoir des volumes d'échantillonnage, des creux qui vont être différents, et chacun avait sa fonction d'utilité commerciale et économique sur un plan d'eau. Et on allait chez le charpentier pour avoir une ganguille, pour aller pour la pêche au filet, pour avoir une barquette pour faire autre chose. Voilà. Et la dénomination de barquette existe réellement. Voilà. Je ne l'ai pas ici parce qu'elle est chez moi et je ne m'en sers pas. Elle appartenait à mon grand-père. C'est l'herminette, le ciseau à bois, la bouge, une égoïne, un fil à plomb, un compas, jamais d'équerre, il n'y en a pas. Il n'y a rien d'équerre sur un bateau. Un bon crayon, un papier de verre pour affûter il y a un tissu de cuir pour le ciseau à bois. Et puis ça c'est la base. Après on va avoir tout ce qu'il y a autour en électroportatif, en cire ruban, en toupie. Et encore, comme on est sur des choses qui sont pas... Tout est relativement assez trapézoïdal et tordu. Donc on dévoie très souvent l'origine des machines pour l'adapter au métier de charpentier de marine.
La grande phrase qui symbolise un petit peu votre métier et le mien, dans ce qu'on peut avoir de projection de beau, dans ce qu'on a envie, on rêve de faire aboutir quand on a un propriétaire et qui c'est. Ma phrase, c'est les bateaux font chavirer les corps mais équilibrent les âmes. Voilà. C'est bien qu'il y en ait qui viennent de très loin pour faire cette formation, hein. C'est impressionnant. Hein. Denis, s'il vous plaît. Merci à vous.